Premier exercice. L'objectif de cet exercice est simplement de faire attention aux écritures. Donc lorsqu'on écrit un vecteur, ça signifie qu'il y a plusieurs composantes, plusieurs chiffres qui nécessitent de décrire l'objet. On appelle ça une grandeur vectorielle. Lorsque on ne met pas une flèche sur un symbole, ça signifie que la grandeur est scalaire et représentée par un seul chiffre. Donc, l'exercice 1, pour la partie A, oui, l'énoncé a un sens, car A, qui n'est pas surmonté d'une flèche, signifie que A est un scalaire. Il s'agit ici d'une distance, en l'occurrence. De même, pour B, oui, B a du sens, car B représente cette fois-ci peut-être un déplacement, puisqu'il est négatif. Ce n'est pas parce que la valeur est négative que le scalaire n'a pas de sens. Un scalaire n'est pas nécessairement positif. L'écriture de l'exercice 3 est erronée. Non, elle n'a pas de sens, car on ne peut additionner un vecteur et un scalaire. Exemple, si A était un vecteur de composante 0, 1, et B un scalaire de type 3, cette écriture impliquerait que 0, 1 plus 3 serait égal à quelque chose. Or, on ne peut additionner ces deux grandeurs mathématiques différentes. Pour la partie 4 de l'exercice, on utilise cette fois-ci la notion de module, le module de A plus B. Le module, c'est équivalent à la norme. C'est la longueur de la somme de deux vecteurs. En d'autres termes, A plus B est donc un scalaire. Il représente la longueur du vecteur résultant de A plus B. C'est-à-dire, un exemple, si A est un vecteur quelconque, B est un vecteur quelconque, nous savons par la règle du parallélogramme déterminer assez facilement le vecteur résultant A plus B, que je représente ici en vert. Voici A plus B. Et la longueur de ce vecteur ne peut en aucun cas être égale à un autre vecteur, pour la même raison que l'exercice 3. Nous aurions un scalaire est égal à un vecteur. Donc non pour la partie 4. La partie 5, oui, cette écriture a du sens, car on peut multiplier un vecteur par un scalaire et obtenir un vecteur. Exemple, le vecteur 0, 1 de tout à l'heure, si je le multiplie par le scalaire 3, ça me donne le nouveau vecteur 0, 3. J'aurai donc A fois B égale à C. Voilà pour la première partie. Exercice 2. Si les modules de deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire si A égale B, est-il possible que A plus B égale A? La réponse est oui, mais on va mettre un petit point sur la notion de vecteur concurrent ou non. Notons que si A est un vecteur, pour que A plus B soit égal à A, si les vecteurs sont non concurrents, A et B non concurrents, vont donner comme résultante le vecteur A plus B, que voici. Il va de soi que AB et A plus B seront tous de même longueur, à condition que ce triangle soit équilatéral. Pour qu'il soit équilatéral, et donc que la longueur de A soit égale à la longueur de B, soit égale à la longueur de A plus B, la condition nécessaire et suffisante est que les angles suivants soient de 60 degrés.
Si A et B sont concurrents, ça marche aussi, mais ça veut dire qu'ils ont le même point d'application. Donc j'aurai le vecteur A ici, le vecteur B ici. Et cette fois-ci, la règle du parallélogramme nous permettra d'obtenir le vecteur résultant A plus B, que voici. De nouveau, on retrouve que la condition pour que A plus B soit égal à A égale à B, c'est que A plus B ou B plus A soient de même longueur et forment donc un triangle équilatéral. Il faut donc que le triangle suivant soit équilatéral. La condition est donc qu'entre A et B, j'ai un angle de 120 degrés. Et dans ce cas-ci, mes deux vecteurs sont bien concurrents, puisque comme on le voit, ils ont le même point d'application O. Exercice 3. Alors pour cet exercice, il y a plusieurs solutions. Elle n'est pas unique. Je vais en proposer une pour chacun. Pour le 1, pour que la somme de trois vecteurs de même intensité, c'est-à-dire de même longueur, soit égale à 0, il suffit, par exemple, que ces trois vecteurs forment un triangle encore équilatéral. Et voici un diagramme vectoriel qui ferait que A plus B plus C serait égal à 0. Est égal au vecteur nul. Peut-on maintenant trouver, pour le 2, une combinaison de vecteurs telle que la somme des deux vecteurs soit égale à la longueur des trois vecteurs soit égale à la longueur d'un seul des vecteurs, c'est-à-dire 10 mètres. Alors, une composition possible, c'est de prendre le vecteur A, lui ajouter un vecteur B perpendiculaire, et que le vecteur C soit lui aussi perpendiculaire au vecteur B, comme ceci. Ainsi, A plus B plus C formerait un carré, et la résultante R, qui serait égale à A plus B plus C, serait de longueur égale à la norme des vecteurs, 10 mètres. On peut aussi voir ça en termes de déplacement. Je me déplace de 10 mètres dans la direction verticale, puis 10 mètres ici vers la droite, puis 10 mètres vers le bas dans la même direction que A, mais de sens opposé, et j'obtiendrai un déplacement résultant de 10 mètres. Pour le 3, la somme des trois vecteurs doit cette fois-ci faire 20 mètres. De nouveau, il y a plusieurs solutions. Une solution possible serait de prendre A plus B qui forme un triangle équilatéral. Donc si A et B ici font un angle avec l'horizontale de 60 degrés, j'obtiendrai A plus B est égal à 10 mètres. C'est-à-dire la norme ou l'intensité du vecteur A plus B
serait égal à 10 mètres. Et ensuite, je lui ajoute C qui fait lui aussi 10 mètres dans la direction de la résultante. Et j'obtiendrai que A plus B plus C est bien égal à 20 mètres. 10 mètres plus 10 mètres égale 20 mètres. Pour le 4, est-ce que la somme fait 30 mètres? Là, c'est extrêmement simple. Il suffit de prendre le vecteur A et de les mettre tous les trois dans le même sens et la même direction. A plus B plus C. Chaque des vecteurs faisant 10 mètres d'intensité, leur somme serait égale à 30 mètres. Alors, pour l'exercice 4, une personne se déplace vers le sud de 5 mètres, puis vers l'ouest de 12 mètres. On demande quel est le module, c'est-à-dire l'intensité, ou la norme, finalement, et l'orientation de son déplacement. Alors, donner l'orientation, c'est donner la direction par rapport à une référence. Donner le module ou l'intensité, c'est donner la norme du vecteur déplacement résultant. Alors, comme on utilise des coordonnées cardinales, on va représenter une petite boussole avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je vais représenter le déplacement en bleu, par exemple. La personne démarre, disons, voilà, un point origine arbitraire, et se déplace vers le sud de 5 mètres. Ensuite, elle se déplace vers l'ouest de 12 mètres. C'est-à-dire, une fois qu'elle a atteint les 5 mètres, elle se déplace vers l'ouest de 12 mètres. Je pourrais donc traduire ça en disant, son premier déplacement, je l'appelle A, de sorte que l'intensité de A soit égale à 5 mètres. Et ensuite, le déplacement vers l'ouest, je l'appelle B, de sorte que l'intensité de B soit égale à 12 mètres. Alors, le déplacement résultant est donné par A plus B. Il va de soi que l'intensité de A plus B nous est donnée par le théorème de Pythagore, puisque les deux directions sont perpendiculaires. Et on obtient que A plus B en intensité est égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré, et est donc égal à 13 mètres racine carrée de 169. Pour ce qui est de déterminer maintenant une direction, il faut choisir un angle. On a deux possibilités, soit on cherche alpha, soit on cherche bêta. Et on peut exprimer dans la direction est-ouest ou, ou par rapport à la direction nord-sud avec bêta l'angle que fait le déplacement par rapport à une de ces directions. Prenons par exemple alpha. Là, on peut utiliser Sockato A. On sait que tangente alpha, finalement, va être égal à norme de A, le côté opposé du triangle, sur l'intensité de B, c'est-à-dire 5 douzièmes. Et on obtient ainsi que l'angle alpha est l'arc tangente de 5 douzièmes, c'est-à-dire 22,6 degrés.